Elle s'éveilla sans transition. Ni rêve, ni image, ni trace de sommeil. Juste une clarté douce sur ses paupières, comme si la lumière elle-même avait voulu la réveiller sans la brusquer. L'appartement était silencieux, comme à son habitude. Mais cette fois, le silence n'attendait rien. Il accompagnait. Elle s'assit au bord du lit, et elle sentit un calme étrange, une absence parfaite, le genre de vide que l'on ressent non quand quelque chose manque, mais quand quelque chose a été pleinement vécu. Elle se leva, se regarda brièvement dans le miroir. Elle ne se sourit pas, elle ne se parla pas, elle ne vérifia rien. Son reflet était là, fidèle. Et cela suffisait. Dans la cuisine, la théière était encore tiède. Elle ne se souvenait pas l'avoir utilisée, mais elle ne chercha pas d'explication. Parfois les choses continuent d'exister par amour, même sans la main qui les anime. Elle versa une tasse, but lentement. Le goût était simple, vrai. Puis elle ouvrit la fenêtre. Le vent entra, pas froid, pas brutal. Un vent de passage, un vent de revoir. Elle descendit dans la rue. L'air était neuf, ou peut-être était-ce elle qui l'était. Les visages lui paraissaient plus nets, mais moins menaçants. Les bruits de la ville moins assourdissants. Elle marchait droite, légère, sans crainte d'être happée par un reflet, un souvenir, une vibration ancienne. Elle traversa la place, s'arrêta devant une vitrine, y vit son visage, son vrai visage en surimpression, pendant une seconde à peine, le sien, pas comme un revenant, comme un écho. Et elle sourit, cette fois avec toute sa bouche. Puis elle s'éloigna, vers une librairie, vers un café, vers la vie. Le soir, elle rentra, mais l'appartement n'avait plus le même statut. Ce n'était plus un sanctuaire, ce n'était plus un piège, c'était un lieu traversé, un chapitre. Elle prit une grande feuille, y traça une phrase unique: « Ce n'est pas ici que je suis née, c'est ici que j'ai cessé de mourir ». Elle la colla contre le miroir du salon, et referma le rideau. Elle ne s'enfuyait pas, elle ne quittait pas, elle passait, elle passa, la dernière nuit dans la pièce bleue. Assise, en silence, le carnet dans une main, une bougie dans l'autre, elle relut certains passages, elle en effaça d'autres, elle réécrivit quelques mots, sans frénésie, sans nostalgie. Elle remonta ensuite dans le grenier, rouvrit la malle, et ajouta une photo d'elle, pas ancienne, pas mystérieuse, une simple photo prise ce matin-là, dans le miroir de la salle de bain. Son visage tel qu'il était, vrai, présent. Elle la glissa entre les pages du carnet, puis referma le couvercle, et souffla sur la poussière. Mais cette fois, aucun mot. Le silence suffisait. De retour dans le salon, elle s'assit sur le sol, et elle attendit. Pas un miracle, pas un retour, pas une dernière scène. Elle attendit que le calme devienne décision. Elle savait ce qu'il lui restait à faire. Rien de spectaculaire, rien de tragique. Juste sortir, par la vraie porte, celle de l'immeuble, sans musique dramatique, sans regard en arrière, mais avec cette sensation précise qu'elle emporterait tout avec elle, même ce qu'elle laissait, même lui. Elle franchit la porte sans bruit. Le loquet céda avec une facilité déconcertante, comme s'il avait toujours su que ce jour viendrait. L'air du couloir extérieur la saisit comme un souvenir ancien. Un courant d'air banal, presque fade, et pourtant chargé de quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps, le dehors, le vrai dehors. Elle descendit les escaliers lentement, les doigts glissant sur la rampe de bois. Elle ne pensait à rien. Son esprit ne flottait plus, ne fuyait plus. Elle était présente, entière. Les marches ne grinçaient pas, pas cette fois, comme si la maison elle-même retenait sa respiration. Arrivée au rez-de-chaussée, elle poussa la porte d'entrée. Paris était là, pas changé, pas dramatique, juste là, et elle le traversa.
non comme un fantôme, mais comme une survivante. Les jours suivants furent silencieux, pas tristes, justes, profonds. Elle s'installa dans un petit appartement du 11e arrondissement, moins ancien, moins chargé. Les murs y étaient lisses, simples, les miroirs n'y vibraient pas, rien ne chuchotait dans les coins. Elle s'y sentit légère, et aussi étrangement un peu orpheline. Il lui manquait, non pas lui, en tant que figure, mais ce qu'il représentait, l'intensité, le reflet, la brûlure lente, ce que seule la maison savait lui offrir. Mais elle comprit vite qu'elle ne devait pas revenir, pas comme avant. Elle devait traduire ce qu'elle avait vécu. Alors elle se mit à écrire, pas comme une thérapie, pas pour témoigner, mais parce que c'était la seule façon de ne pas se perdre. À nouveau, les phrases vinrent facilement. Elles s'enchaînaient, fluides, comme si elle l'avait attendu. Elle écrivait des scènes qu'elle avait vécues, ou rêvées, ou reçues en silence. Et plus elle écrivait, plus elle sentait que l'histoire n'était pas terminée. Pas parce qu'il fallait une suite, mais parce qu'elle avait encore quelqu'un à retrouver, elle-même, ailleurs. Un matin, elle reçut une lettre. Aucune adresse, aucune trace postale, glissée sous sa porte. Elle sut avant même de l'ouvrir. Le papier était épais, l'encre noire, la courbe de l'écriture. Il n'y avait qu'une phrase: ce que tu as laissé ne s'effacera pas, mais ce que tu es devenu éclaire tout ce qui a été. Elle relut la phrase à voix haute, et son corps frissonna doucement. Elle se leva, alluma une bougie, et posa la lettre au pied de la flamme. Elle regarda le papier se tordre, se réduire en cendres, sans tristesse, car elle savait, ce qui compte n'est pas ce qu'on garde, c'est ce qu'on laisse dans le silence des autres. Un jour, dans une librairie du Marais, elle tomba sur un livre sans nom, juste une couverture noire. Elle l'ouvrit, et la première phrase était celle qu'elle avait un jour lue dans un rêve: ce que tu cherches, c'est ce qui te consume. Elle le referma. Elle n'acheta pas le livre. Elle le reposa doucement. Elle n'en avait plus besoin. Elle connaissait déjà la fin. Les nuits, désormais, étaient simples, pas vides, pas sans profondeur, juste ancrées dans le réel. Parfois, dans le noir, elle tendait la main, comme autrefois, mais sans attente, juste pour sentir l'air, pour sentir qu'elle pouvait dormir sans surveillance. Et parfois, très rarement, elle rêvait encore d'une maison ancienne, d'un piano fermé, d'une silhouette assise, dos à elle. Mais dans ces rêves-là, elle ne l'approchait pas. Elle restait à distance. Et c'était suffisant, parce qu'elle savait, au réveil, que le silence ne lui volait plus rien. Un an passa, pas vite, pas lentement. Il passa avec le rythme des choses vraies et irréguliers, parfois brûlants, parfois calmes. Margot ne comptait plus les jours. Elle vivait, elle travaillait, elle riait parfois, pleurait sans honte. Elle répondait à des invitations. Elle marchait sous la pluie sans parapluie. Elle regardait les gens sans peur. Elle avait cessé de chercher des signes. Et pourtant, les signes continuaient. Une odeur soudaine de cendre dans un lieu qui n'en avait jamais connu. Un reflet étrange dans un verre d'eau. Un morceau de piano entendu dans une rue déserte. Une écriture aperçue dans un livre usé. Une porte entr'ouverte là où il ne devrait y avoir qu'un mur. Mais elle ne fuyait plus ces choses. Elle les saluait avec tendresse. Un soir, elle retourna dans le 16e. Ce n'était pas prémédité, c'est pas liminaire, sans raison, sans angoisse. L'immeuble était là, identique. Les volets du 2e étage entr'ouverts, mais elle ne monta pas. Elle se posta de l'autre côté de la rue, éleva les yeux. Elle ne s'attendait pas à le voir, mais elle le vit. Une silhouette, debout au balcon. Lui, ou son absence, ou son souvenir, densifié. Il ne bougeait pas, mais elle sut qu'il la voyait, et cette fois elle leva la main. Un simple geste, pas une demande, pas un appel,
Un adieu qui n'était pas une rupture, juste un oui. Oui à ce qu'ils avaient été. Oui à ce qu'ils ne seraient plus. Oui à ce qu'elle était devenue. La silhouette ne répondit pas, mais le vent, soudain, s'éleva, léger, comme un souffle contre sa nuque. Elle rentra chez elle, ouvrit ses fenêtres, et cette nuit-là, elle se mit à écrire à nouveau, pas une histoire, une lettre, mais sans destinataire, à celui qui m'a vu avant moi-même, à celui que j'ai imaginé pour me retrouver, à ce silence qui m'a appris le bruit de mon propre cœur. Je ne reviendrai pas, parce que je suis déjà là. Elle relut ces mots, puis elle les déchira, et les jeta au vent par la fenêtre, pas pour les oublier, mais pour qu'ils voyagent, pour qu'ils servent, peut-être à une autre, peut-être à personne. Et plus tard dans la nuit, quand le sommeil la frôla, elle sentit une main contre la sienne. Pas réelle, pas rêvée, juste assez présente pour ne pas la réveiller. Et dans cette caresse légère, elle comprit, il n'était jamais parti, mais il n'avait plus besoin de rester. Le matin se leva sur une lenteur étrange. La lumière filtrait à travers les voilages comme si elle hésitait à entrer. Margot ouvrit les yeux sans mouvement brusque, comme si son corps savait déjà que ce jour-là serait différent. Il n'y avait rien de spectaculaire, pourtant, rien d'extraordinaire dans le ciel, dans l'air, dans les gestes, mais tout portait en silence un sentiment de seuil. Elle se leva, marcha pieds nus jusqu'à la cuisine, fit chauffer de l'eau. Le sifflement de la bouilloire résonna comme un appel ancien. Elle ne mangea pas, elle ne but pas. Elle resta simplement là, les mains posées sur la table, le regard fixé sur un point invisible à l'intérieur d'elle. Elle sentit qu'il approchait, pas lui pas exactement, mais une version d'elle-même, celle qu'elle avait retenue pendant des années, celle qu'elle avait oubliée pour survivre, et elle comprit que ce jour serait celui de la confrontation, non avec un homme, avec la dernière part d'elle-même, vers midi, elle monta au grenier. Elle n'y était jamais allée. L'échelle, étroite, grinçait sous son poids. Il faisait chaud là-haut, chargé de poussière et de souvenirs condensés. Dames mâles, des cadres, des livres moisis, des objets sans utilité. Le genre d'endroit qu'on abandonne pour ne plus savoir à y penser. Et pourtant, tout était là. Elle ouvrit une malle. Dame lettres. Dame photographie ancienne. Elle reconnut certains visages, d'autres non. Dame femme. Encore. Dame double, des fragments. Certaines souriaient, d'autres pas. Une même énergie sourdait de ces visages. Une attente. Elle ouvrit une boîte en bois. À l'intérieur, une clé. Très fine, très ancienne. Attachée à une chaîne. Elle la reconnut. Celle de la toute première porte, celle qui, au début, avait ouvert la maison. Elle n'avait jamais compris d'où venait cette clé. Maintenant elle savait, c'était la sienne. Et elle comprit aussi que la maison ne l'avait jamais enfermée. C'était elle qui s'y était enfermée, par fidélité, par peur, par amour, et que maintenant elle devait choisir, partir, ou rester, sans se dissoudre. Elle redescendit lentement. Chaque marche semblait plus lourde, comme si elle remontait de son propre passé. L'appartement était silencieux, mais il ne lui faisait plus peur. Il ne la surveillait plus. Il attendait, simplement, comme un hôte bienveillant à la fin d'un séjour. Elle se rendit dans la pièce bleue, et là, sur le canapé, l'attendait un carnet, pas le sien, un autre, plus ancien. Couverture de cuir foncé, sans titre. Elle l'ouvrit. Page 1, elle est venue. Encore. Et cette fois, elle regarde vraiment. Page 2, je ne suis pas celui qu'elle attend. Je suis celui qui attend qu'elle cesse d'attendre. Page 3, si elle revient après avoir compris, alors je saurai que c'est fini. Elle referma le carnet avec un soin presque religieux. Et elle murmura, je suis revenue. La nuit tomba plus vite que d'habitude. Margot alluma des bougies dans chaque pièce. Non par besoin de lumière,
Mais pour Honoré, elle ne savait pas quoi exactement. Peut-être son propre passage, peut-être les femmes d'avant, peut-être lui. Elle se vêtit de blanc, une simple robe, fluide. Puis, elle entra dans la pièce rouge. Le miroir était encore là, fissuré, mais entier. Elle s'y regarda longuement, et pour la première fois, elle se sourit, non d'un sourire joyeux, d'un sourire libre. Puis elle murmura « Je te libère ». Le miroir vibra, et la fissure centrale se résorba lentement. Puis, soudain, la surface devint totalement lisse. Elle y vit son reflet, et seulement le sien. Minuit. Elle s'allongea dans le lit de la chambre aux rideaux gris, ferma les yeux, ne pensa pas à lui, mais à elle avant, à celle qu'elle avait été. Et elle sentit dans sa gorge une dernière larme. Pas de tristesse, de clôture. Elle s'endormit sans peur, et dans son rêve il n'y avait personne. Juste elle, marchant dans un champ, pieds nus, un vent chaud. Aucun mur, aucune voix, aucune attente. Et au loin, une porte ouverte. Vers rien, vers tout. Elle marcha, sans se retourner. Elle se réveilla avant l'aube. Le silence était profond, mais ce n'était plus celui de la peur. C'était un silence habité, un silence plein. Il n'y avait plus de battements en trop, plus de souffles étranges derrière les murs. La maison avait cessé de murmurer. Elle attendait, calme, comme si elle aussi savait que le dernier chapitre était en train de s'écrire. Margot s'habilla lentement, pas comme on s'apprête à partir, mais comme on se prépare à témoigner. Elle descendit dans la cave, pas par nécessité, mais pour vérifier. Tout était là comme elle l'avait laissé. Les cadres retournés, les dessins effacés, le grand miroir au fond, maintenant couvert d'un tissu blanc. Elle s'en approcha et le retira. Le miroir ne renvoyait plus rien, ni elle, ni la pièce, ni la lumière. Juste une surface noire, profonde, immobile. Elle tendit la main. Rien ne vibra. Pas de souffle. Pas de murmure. Il n'y avait plus d'appel. Plus de présence. Seulement une mémoire. Et cette mémoire lui appartenait. Elle sourit. Elle était prête. Elle passa la journée à écrire. Non pas pour comprendre, mais pour inscrire tout ce qu'elle avait vécu, tout ce qu'elle avait ressenti, ce qu'elle avait cru, ce qu'elle avait nié. Elle écrivait sans ordre, sans logique, d'âmes fragments, d'âmes images, d'âmes mots qui ne faisaient sens que pour elle. Elle écrivait comme on respire, comme on expulse, comme on ferme une plaie. Le carnet se remplit vite, les pages se salissaient de ses doigts. Son écriture se tordait, se tendait, redevenait fluide, puis tremblait à nouveau. À la dernière page, elle écrivit simplement « Je ne suis pas revenue pour rester. Je suis restée pour partir entière ». Puis elle ferma le carnet et le glissa dans la même boîte que celle qu'elle avait trouvée dans le grenier. Sa propre trace pour celle qui viendrait peut-être un jour, une autre elle, ou une femme encore à naître. Elle alluma les lampes une à une, lentement, comme on allume des veilleuses dans un lieu sacré. Elle marcha dans chaque pièce, les toucha toutes, un mur, un livre, un rideau, une poignée. Elle ferma chaque fenêtre, non pour se protéger, mais pour signifier « j'ai vu, j'ai traversé ». Quand elle entra dans la pièce bleue, la lumière était rose. Elle s'assit sur le canapé, et pour la première fois depuis longtemps, elle ne l'attendit pas. Elle attendit elle-même, et ce fut alors qu'elle comprit. Ce n'était pas lui qui l'avait hantée, c'était la part d'elle qui n'avait jamais eu le droit d'aimer, celle qui n'avait jamais pu choisir. Lui n'avait été que le véhicule, le reflet, le miroir mobile d'un désir trop vaste pour être vécu dans le réel, une fusion d'ombre et de lumière, de peau et de manque. Et à cet instant, elle ne pleura pas, elle sourit, car elle savait maintenant que l'amour véritable ne laisse pas de cicatrices. Il laisse un vide doux, un espace, un silence neuf,
Minuit revint. Une dernière fois, elle gravit lentement les marches vers le grenier. Mais cette fois, elle ne monta pas pour chercher, elle monta pour fermer. Dans sa main, la clé ancienne. Elle ouvrit la malle, déposa le carnet, soigneusement attaché par un ruban, puis referma. Elle caressa une dernière fois le bois, puis souffla sur la poussière, et dit tout bas: « Je vous libère toutes. » Puis elle redescendit, les jambes légères. Elle ne dormait pas. Elle rêvait éveillée. Et dans cet état-là, entre sommeil et lucidité, elle sentit qu'il était encore là, pas dans une pièce, mais dans la justesse de son choix, dans la force de son retrait, dans la délicatesse de sa disparition. Et c'est dans ce silence-là qu'elle choisit, à son tour, de disparaître un peu aussi, pas de fuir, mais de changer de forme. Les jours suivants furent faits de silence, un silence nouveau, pas celui de l'oubli, celui de l'après, celui qui reste quand tout a été dit et qu'il n'y a plus rien à nommer. Margot errait dans l'appartement comme une survivante, les gestes lents, le regard trouble. Chaque pièce lui semblait plus grande, plus vide. Il n'était plus là, pas même une trace de lui dans les objets. Le piano était fermé, le lit défait mais froid, les livres refermés. Même les murs semblaient retenir leur souffle, comme si eux aussi savaient qu'il était parti. Elle ne savait pas s'il était mort, s'il avait été inventé, ou s'il appartenait simplement à un autre plan, une sorte de seuil, une conscience résiduelle de quelque chose en elle. Mais ce qu'elle savait, c'était qu'elle n'était plus tout à fait elle-même, que quelque chose avait changé, que ce silence-là n'était pas vide, c'était celui de l'attente. Le matin du 5e jour, elle reçut une lettre, déposée sur la table de la cuisine, papier plié en 3, encre noire, reconnaissable, aucune signature, seulement ces mots: « Tu peux vivre maintenant. » Mais vivre, c'est aussi savoir que je suis encore là. Elle ferma les yeux. La lettre trembla entre ses doigts. Elle ne savait pas si elle devait s'en réjouir ou s'en effondrer, car vivre après lui n'était pas revenir au monde. C'était porter cette absence comme un second cœur. Elle sortit. Pour la première fois depuis longtemps, elle marcha longtemps, sans but. Elle prit le métro, se perdit volontairement, regarda les gens avec une distance étrange. Ils parlaient, riaient, se plaignaient. Elle observait. Chaque visage devenait un reflet, une possibilité, une version de ce qu'elle aurait pu être dans un autre monde. Elle resta longtemps au bord de la Seine, le regard perdu dans l'eau. Le vent soulevait doucement ses cheveux. Dame passant passait sans la voir, et elle sentit, très légèrement, comme un souffle derrière elle, un frôlement, comme une main visible posée sur son dos. Elle ne se retourna pas, mais elle sourit. Ce soir-là, elle rentra, et la maison l'accueillit différemment. La lumière y était plus chaude, les murs moins lourds, comme si elle avait traversé quelque chose que la maison elle-même respectait. Elle ne chercha pas à le retrouver. Elle savait que ce serait inutile, mais elle sentit à chaque pas qu'il était là, d'une autre manière, dans la façon dont la porte se refermait lentement, dans les livres qui, désormais, portaient des marques de lecture à des pages qu'elle n'avait pas encore atteintes, dans un vieux manteau suspendu à l'entrée, qu'elle n'avait jamais vu mais qui sentait comme lui. Elle accepta cette présence, non comme une obsession, mais comme une empreinte, et dans la nuit, elle rêva. Dans ce rêve, elle était dans l'atelier. La lumière y était rose, presque irréelle. Une toile l'attendait, vierge, et elle, seule, les pinceaux à la main. Elle ne savait pas peindre, elle n'avait jamais peint, mais dans le rêve, elle savait que c'était à elle de continuer, de tracer les lignes que lui n'avait pas osé se dessiner. Elle trempa le pinceau. La première couleur fut rouge, puis bleu, puis chair, et peu à peu, un visage apparut, le sien, mais plus âgé, plus calme, le regard encore inquiet, mais vivant.
Résolue, elle se réveilla en larmes, et elle sut que quelque chose était en train de naître. Elle recommença à écrire, pas dans l'ancien journal, dans un carnet neuf, vierge, avec une encre verte. Elle y nota des souvenirs, mais aussi des choses inventées, d'âmes sensations, d'âmes rêves, d'âmes impressions de lui, de leur lien, de ce qu'il avait été ou aurait pu être. Elle y écrivit aussi: « Je ne sais pas si tu étais réel, mais je sais que je ne suis plus la même depuis toi. Et peut-être que c'est ça, aimer être hanté par une version de soi-même que l'autre a révélée. » Puis elle referma le carnet et le rangea sous son oreiller. Les miroirs cessèrent de vibrer. Les dessins dans la cave s'effacèrent lentement, comme lavés par le temps. Les cadres se vidèrent. Le miroir fendu fut remplacé par un simple rideau. Les objets cessèrent d'appeler. La maison redevint maison. Et elle, peu à peu, redevint femme. Mais jamais tout à fait comme avant. Elle ne parlait pas de lui, pas même à elle-même. Mais chaque nuit, au moment de fermer les yeux, elle chuchotait une phrase, toujours la même. « Si tu es encore là, reste en silence. » Et chaque nuit, le silence lui répondait, mais parfois, juste parfois, il vibrait, très doucement, comme un souffle contre sa joue. Le printemps s'était installé sans prévenir. Les rideaux, qu'elle n'avait pas osé toucher depuis des semaines, ondulaient à présent doucement dans l'air tiède. Les plantes, sur le balcon, mortes depuis longtemps, reprenaient vie, et dans la lumière d'avril, le parquet semblait plus clair. Margot observait ces détails avec une attention étrange, presque nouvelle, comme si elle découvrait pour la première fois le monde qu'elle avait tant voulu quitter. Mais rien n'était vraiment neuf, c'était elle qui était différente. Et ce regard neuf qu'elle portait sur le quotidien portait toujours la trace invisible de ce qu'il lui avait laissé. Parfois, elle croyait l'entendre marcher derrière elle. Mais ce n'était plus une peur, plutôt une habitude, comme un battement de cœur qu'on écoute plus, mais qui vous soutient malgré tout. Il ne revenait pas. Et pourtant, elle ne pouvait pas parler de son absence, parce qu'il n'y avait pas eu de départ clair. Il avait glissé hors d'elle, hors du visible. Et c'était peut-être pire que la mort. Un jour, elle se regarda longuement dans la glace. Elle chercha ses propres traits comme on cherche une preuve. Quelque chose en elle avait changé. Elle n'avait pas vieilli, pas réellement, mais il y avait dans ses yeux une densité nouvelle, quelque chose d'épuisé et d'inépuisable à la fois. Et soudain, elle murmura: « Je te vois encore. » Et, dans la glace, une vibration, infime, une micro-ondulation, comme si la surface du miroir avait respiré. Une seule fois, elle sourit, mais son sourire ne monta pas jusqu'à ses yeux. Elle recommença à sortir, par fragments, le matin, aux heures où Paris n'a pas encore entièrement mis son masque. Elle aimait ce moment flou, ce presque silence. Elle allait acheter du pain, parfois des fleurs, d'âmes choses simples, tangibles. Elle se parlait peu, mais elle marchait lentement, les mains dans les poches, comme si elle attendait qu'un souvenir vienne la frôler. Un jour, elle entra dans une galerie, petite, modeste, accrochée là une série de dessins à l'encre, d'âmes visages, d'âmes corps, et au fond de la pièce, elle le vit, un portrait, le sien, pas une ressemblance parfaite, mais l'expression, celle du moment exact où elle avait compris qu'il ne reviendrait plus. Elle s'approcha, lentement, un frisson glacé remonta dans sa nuque. Le nom de l'artiste, A.D., pas de prénom, pas de biographie, rien. Elle demanda au galeriste. Il a laissé les œuvres il y a quelques semaines. Puis il a disparu. Disparu, parti, sans mots, sans trace. Mais il a payé d'avance. Elle resta là longtemps, devant le dessin. Elle n'osa pas l'acheter. Elle demanda simplement à revenir le voir, encore. Et le galeriste accepta. Ce fut son pèlerinage silencieux, chaque jeudi. Les nuits, désormais,
était peuplée de rêves sans lieu. Pas de chambre, pas d'appartement, pas de décor. Juste décor, lui et elle. Parfois l'un touchant l'autre, parfois l'un cherchant l'autre dans une lumière molle. Mais dans chaque rêve, le regard, ce regard qui avait changé sa trajectoire, qui l'avait retourné comme une vague renversée. Et chaque fois, au réveil, une phrase résonnait en elle. Pas toujours la même. Parfois tu peux aimer même dans l'absence. Parfois tu n'as jamais été faite pour rester. Et une nuit, ce n'était pas moi que tu devais retrouver. Cette dernière la laissa figer, parce qu'elle comprenait enfin il n'avait jamais été le but, il était le miroir. Elle était venue chercher quelque chose. Et ce qu'elle avait trouvé, c'était elle-même. Brisée, désirante, trouble. Entière, mais elle-même. Un soir de pluie, elle retourna dans la cave. Elle avait évité cet endroit depuis longtemps, mais quelque chose en elle l'y poussait. Le besoin d'achever un cycle, de boucler la boucle, de faire face. La pièce était exactement comme elle l'avait laissée, mais les dessins, eux, avaient changé. Ce n'étaient plus les visages d'avant. Ce n'étaient plus les anciennes Margot, ni Clara, ni Éléonore. C'étaient d'autres femmes, une dizaine, toutes différentes, toutes peintes avec une tendresse presque douloureuse. Et au milieu, elle, pas son reflet, une projection, Margot vieille, cheveux blancs, regard encore clair, un visage abîmé, mais ouvert, comme si le temps n'était plus une menace, mais une vérité. Et sous le cadre, gravé dans le bois, un mot libre. Elle recula, les mains tremblantes. Il lui avait tout laissé, jusqu'à la fin. Ce soir-là, elle dormit profondément. Et dans son rêve, il était là, mais pas pour la retenir, pour lui dire au revoir, pas avec tristesse, avec paix. Il s'assit au bord de son lit, comme la toute première fois, et il dit doucement tu n'es plus à moi. Et elle répondit je ne l'ai jamais été, mais elle posa sa main contre la sienne, pas pour rester, pour remercier, et dans ce geste tout le reste s'effaça. La maison, la boucle, la mémoire, il ne restait qu'un mot. Maintenant, les nuits devinrent plus longues, pas parce qu'elles duraient vraiment plus longtemps, mais parce que le temps dans l'appartement avait cessé d'obéir à la logique extérieure. Il n'y avait plus de repères, les horloges s'étaient arrêtées littéralement. L'aiguille des secondes restait figée ou tournait en arrière. La lumière changeait d'intensité sans raison. Le silence lui-même semblait peser différemment selon l'heure. Elle ne sortait plus, elle ne mangeait presque plus. Elle dormait par fragments, les rêves imbriqués dans la réalité jusqu'à perdre toute frontière. Et toujours, il était là, parfois visible, parfois invisible mais présent, toujours autour d'elle. Il ne la touchait toujours pas, mais tout dans sa manière de la regarder, de s'asseoir près d'elle, de se taire exactement quand elle tremblait tout disait. Une intimité plus nue que la nudité, une intimité construite sur le souvenir de choses qu'elle n'avait pas encore vécues. Un soir, elle lui demanda « Qu'est-ce que j'ai oublié ?» Il répondit sans hésiter « Tout ce que tu n'as jamais voulu voir ». Et il l'emmena dans la pièce rouge. Elle ne s'était jamais aventurée jusque-là. Une ancienne chambre d'angle, aux murs recouverts de tentures de velours sombre. Il ouvrit la porte lentement, comme s'il ouvrait un souvenir ancien, enfoui. Une odeur de cire brûlée et de fleurs mortes s'en échappa. Au centre de la pièce, un miroir ovale. Et devant, un fauteuil vide. Il la guida vers le siège. Elle s'y assit, sans un mot. Il ne te montrera rien que tu ne portes déjà. Le miroir, d'abord, ne refléta rien. Puis, lentement, une image apparut. Pas son reflet, mais une version d'elle plus jeune ou plus ancienne dans une pièce identique, mais vide. Elle pleurait, sans bruit, les mains posées sur ses cuisses, le regard vide. Puis, derrière cette autre elle, il apparut, pas tel qu'il était aujourd'hui, mais plus dur, plus intense, les yeux hantés,
Il posait une main sur son épaule. Elle ne réagissait pas. Il s'agenouilla devant elle et murmura quelque chose. Margot se pencha, tentant de lire sur ses lèvres, mais les mots ne passaient pas. Elle tendit la main vers le miroir. L'image se brouilla, et soudain, ce ne fut plus elle dans le miroir, mais Clara, puis Éléonore, puis d'autres, toutes avec ce même regard vide, toutes face à lui. Elle se leva brusque. Il les a tuées, murmura-t-elle. Il baissa les yeux. Non. Alors pourquoi sont-elles mortes? Il n'y a pas de mort ici, pas comme tu crois. Qu'est-ce que tu es? Il y a des choses qu'on ne peut pas nommer sans les libérer. Elle le frappa. Encore. Il ne broncha pas. Tu m'as attiré ici. Non. Tu es revenu seul. Tu me manipules. Il n'y a pas de piège, Margot. Il n'y a que ce que tu refuses de sentir. Elle s'enfuit dans les escaliers. Elle sortit dans la rue pour la première fois depuis des jours. Le monde était intact. Les voitures passaient. Les passants marchaient. Une femme riait au téléphone. Un homme portait un bouquet. La vie avait continué. Et pourtant, elle ne reconnaissait rien. Tout lui semblait faux, trop net, trop clair. Elle s'assit sur un banc. Son cœur battait trop vite. Elle avait envie de crier, de fuir, de disparaître. Mais elle sut avec une certitude glaciale qu'elle n'avait nulle part où aller, parce que la maison était en elle. Et lui aussi. Elle passa la nuit à l'hôtel, mais elle rêva de lui, pas comme avant. Dans ce rêve, elle hurlait. Il la tenait dans ses bras. Elle saignait. Et il pleurait. Vraiment. Ses larmes coulaient sur son visage. Et il disait, sans fin, je suis désolé, je suis désolé, je suis désolé. Au réveil, elle retourna à l'appartement. Il était là, debout dans la pièce bleue. Elle entra, ferma la porte, ne dit rien. Il la regarda. Et cette fois, elle vit quelque chose dans ses yeux qu'elle n'avait jamais vu à peur. Tu as vu trop tôt, dit-il. Elle s'approcha. Alors montre-moi tout. Il tendit la main. Elle la prit. Il l'emmena dans la bibliothèque, déplaça un meuble. Derrière, un petit escalier caché, une trappe, une autre pièce minuscule. Et dans cette pièce, un coffre. Il l'ouvrit. À l'intérieur, des lettres, vieilles, déchirées, certaines brûlées sur les bords. Dame photo, dame mèche de cheveux, une alliance et un journal. Elle l'ouvrit. La première page portait son nom, Margot Delcourt, et la date, 1913. Elle sentit ses jambes céder. Il y a eu une autre Margot. Non, murmura-t-il. Il y a eu toi, plusieurs fois. Tu es fou. Il secoua la tête. Pas fou, prisonnier. Et moi, il n'y a que toi qui peux casser le cercle. Elle referma le journal, très lentement, et elle comprit que tout allait s'effondrer. Pas l'appartement. Elle resta assise des heures devant le journal, sans le rouvrir, sans le toucher. Elle se contentait de le fixer, comme s'il allait finir par se dissoudre, comme si la simple force de sa négation allait effacer ce qu'elle venait d'apprendre. Mais le carnet restait là, obstiné, tangible, vieilli, jauni, mais étrangement intact, comme si le temps autour de lui s'était figé. Margot Delcourt, même prénom, même visage, même écriture, presque, mais une vie différente. Et pourtant, semblable. Dame mot griffonné avec la même tension qu'elle avait déjà ressentie en elle-même. Dame phrase inachevée. Dame poème déchiré. Dame début de lettre sans destinataire. Et ce mot qui revenait sans cesse. En marge, comme une prière muette, revenir. Elle avait voulu partir, mais elle était revenue, toujours. Il la regardait sans rien dire, appuyée contre le chambranle. Il ne cherchait pas à l'approcher. Il savait. Elle était au bord d'un seuil, et ce n'était pas à lui de la faire franchir. Quand enfin elle parla, sa voix n'était qu'un souffle, je suis une répétition. Il ne répondit pas. Il savait que nier serait inutile.
Il savait aussi que confirmer serait un crime. Il se contenta de s'approcher lentement, jusqu'à s'asseoir à côté d'elle, sans la toucher. Tu n'es pas une répétition. Tu es la mémoire. Alors je ne suis pas réelle. Tu es plus réel que moi. Elle se tourna lentement vers lui. Tu es quoi? Il ne répondit pas. Mais elle comprit. Il n'était pas un homme, pas une illusion, pas un fantôme. Il était ce qui restait d'elle, ce que toutes les versions d'elle avaient laissé derrière, sa peine, son désir, son refus d'oublier. Il n'avait pas de nom, parce qu'il était fait de tous les noms qu'elle avait prononcés, et de tous ceux qu'elle n'avait jamais osé dire. Elle posa sa tête contre son épaule, très lentement, et, pour la première fois, il passa un bras autour d'elle, comme un refuge, comme un adieu. Ils ne parlèrent presque plus pendant 3 jours. Ils vivaient ensemble comme deux êtres enfermés dans un rêve partagé. Leurs gestes étaient doux, précis, silencieux. Elle préparait le thé. Il rangeait les livres. Ils s'assoyaient dans la même pièce sans échanger un mot. Mais tout, dans leurs mouvements, disait une intimité totale. Une paix étrange s'installa. Mais elle n'était pas naturelle. Elle était celle de la veille d'un effondrement. Elle le sentait. Quelque chose approchait. Un soir, alors que la pluie battait les vitres, il lui prit la main. Il faut que je te montre la dernière pièce. Quelle pièce? La seule où tu n'es jamais entré. Je croyais les avoir toutes vues. Il y en a une que tu portes. Elle le suivit. Il la conduisit dans la chambre à la tenture grise, celle qu'elle avait toujours évitée sans savoir pourquoi. Il ouvrit le rideau au fond de la pièce. Derrière, un mur. Et au centre du mur, une porte. Une vraie. Solide. De métal. Pas un passage. Un seau. Elle s'approcha. La poignée était glacée. Elle hésita. C'est là que tout s'arrête, dit-il. Ou que tout recommence. Même chose. Elle posa la main sur la poignée. Une onde glacée lui parcourut le bras. Elle ouvrit. L'intérieur était vide. Une pièce blanche, nue, parfaite, sans fenêtre, sans ombre. Et au centre, un lit. Pas un lit ancien, pas un lit romantique. Un lit d'hôpital, métallique, froid. Et sur le lit, elle, elle-même, pâle, immobile, branchée à une machine, un tube dans le bras. Elle recula, vacilla. Il la retint. Ce n'est pas moi, c'est toi. Je suis vivante. Non, tu es entre. Elle tomba à genoux, le cœur battant, la gorge en feu. Elle comprenait. Maintenant, ce n'était pas une maison, c'était une mémoire, un refuge, un dernier bastion avant le vide. C'est un coma? Oui. Alors toi, tu es la part de toi qui ne veut pas lâcher. Elle le regarda. Tout en lui vibrait de douleur et d'amour. Tu ne peux pas me forcer. Je ne peux que t'attendre. Elle se redressa, avança vers le lit. Elle se regarda, réellement. Pour la première fois, une larme coula sur sa joue. Elle ne savait pas si elle venait d'elle ou de l'autre elle. Elle tendit la main, toucha ses propres doigts, et le monde vibra. Un craquement, un tremblement dans l'air. Le miroir du salon, à l'étage, se brisa entièrement, et elle se sentit aspirer. Quand elle rouvrit les yeux, elle était dans le lit. Pas celui de la pièce blanche, celui de la chambre en haut. Le monde était silencieux. Il n'était plus là. Elle appela. Rien. Elle chercha dans toutes les pièces. Rien. Le piano muet. La pièce bleue vide. Les portraits effacés. Plus une trace de lui. Sauf un dessin. Sur le tapis de la bibliothèque. Elle, allongée, les yeux fermés, un sourire très léger sur les lèvres, et une phrase au fusain écrite en marge. Si tu reviens encore, ce sera par choix. Elle s'effondra, le dessin contre elle. Et pour la première fois, elle comprit ce que signifiait vraiment revenir. Ce n'était pas physique, c'était choisir de se souvenir de lui et d'elle-même. Depuis ce jour, elle ne quitta presque plus l'appartement.
non par peur, mais parce qu'elle avait la sensation que chaque fois qu'elle franchirait la porte, une partie d'elle resterait enfermée, suspendue, figée quelque part dans l'ombre d'une pièce, comme si l'extérieur n'avait plus vraiment de consistance. Le monde au-delà des murs s'était estompé. Les voix du dehors lui paraissaient lointaines, désynchronisées, comme des souvenirs mal archivés. Et lui, il était devenu son repère, ou sa dérive. Il ne cherchait plus à disparaître. Il restait là, dans son orbite, silencieux mais attentif. Parfois, elle le surprenait à l'observer lorsqu'il croyait qu'elle dormait. Il s'asseyait au bord du lit, la tête penchée, les doigts suspendus à quelques centimètres de sa peau, comme s'il la dessinait encore, mentalement, inlassablement. Elle feignait de ne pas le remarquer. Mais chaque nuit, son corps entier brûlait d'une attente non formulée. Ils ne s'étaient jamais embrassés. Et c'était précisément cette absence qui rendait leur proximité insoutenable. Leur relation vivait dans l'interstice, dans ce qu'ils ne se permettaient pas. Et plus ils se retenaient, plus le monde autour d'eux semblait se rétrécir. Un après-midi, elle le trouva dans l'atelier, une pièce qu'elle avait longtemps ignorée, comme si elle ne l'avait pas vue, ou n'avait pas voulu la voir. Les fenêtres étaient hautes, la lumière entrait en biais, soulignant chaque grain de poussière dans l'air comme une pluie figée. Il était debout, une toile vierge devant lui, les doigts couverts de graphite. Une ligne venait d'être tracée. Elle s'approcha. Il ne bougea pas. Elle sentit immédiatement que cette toile n'était pas pour elle. Ce n'était pas son reflet. C'était autre chose, plus vieux, plus profond. Elle s'appelait Clara, dit-il. Margot hocha lentement la tête. Il y en a eu d'autres. Il ferma les yeux, très lentement. Non, il n'y a eu qu'une seule histoire, et elle se répète. Elle se sentit prise dans un vertige. Il parlait sans affect, mais sa voix portait un poids. Elle comprit qu'il ne parlait pas d'amour, il parlait de cycle, de quelque chose de trop vaste pour être humain. Clara, Éléonore. Et moi, je suis quoi? La suivante, la fin. Il la regarda, longuement, trop longuement. Tu es celle qui revient. Cette nuit-là, elle se réveilla au son du piano, un morceau lent, presque sacré. Elle descendit pieds nus, la chemise glissant sur ses épaules, ses cheveux humides de sueur ou de rêve, elle ne savait plus. Il jouait dos à elle. Et pour la première fois, elle s'assit près de lui sur le banc. Leurs corps ne se touchaient pas, mais elle sentait sa chaleur. Chaque note qu'il jouait semblait sortir d'elle, comme s'il interprétait non pas une musique, mais son propre silence. Il s'arrêta, laissa ses mains suspendues au-dessus du clavier. Elle murmura « Est-ce ce que tu m'aimes ?» Il ne répondit pas. Elle tourna la tête. Son visage était immobile, mais ses yeux étaient brisés. Je ne sais pas aimer quelqu'un que je vais perdre. Comment peux-tu le savoir? Parce que je t'ai déjà perdu. Elle sentit sa gorge se serrer. Elle posa la main sur sa sienne. Tu peux me perdre encore. Je suis là. Il tourna lentement la paume vers la sienne. Leurs doigts se lièrent, très lentement, comme un pacte ancien retrouvé. Mais à cet instant précis, le miroir du salon se fendit. Un bruit sec, clair, net. Ils se levèrent en même temps. Le cadre était tombé, le verre fissuré en étoile. Il la regarda. Quelque chose est réveillé. Elle sentit un frisson glacial lui traverser la poitrine. Qui? Pas qui, murmura-t-il. Quoi? Le lendemain, les tableaux avaient changé. Les portraits des femmes sur le mur, tous avaient le regard détourné. Avant, elle la fixait. Maintenant, leurs yeux étaient ailleurs, comme si elle fuyait quelque chose ou quelqu'un. Et sur l'un des portraits, une inscription était apparue, très fine, gravée au couteau dans le bois du cadre. Ce n'est pas lui qui t'enferme. C'est ce que tu refuses de voir. Elle recula. Elle sentait le souffle court, les paumes moites. L'appartement avait changé de ton. L'air y était plus lourd. Chaque pas qu'elle faisait semblait résonner plus fort.
comme si quelque chose d'invisible attendait. Ce soir-là, elle ne dormit pas. Elle s'assit dans la pièce bleue, la lumière éteinte. Elle attendit, et il vint. Il s'assit près d'elle, sans parler. Ils restèrent ainsi, des heures peut-être. Puis il dit, très doucement: tu veux savoir ce que je suis, Margot? Elle tourna la tête vers lui. Tu n'es pas un fantôme. Non, tu n'es pas réel non plus. Il sourit. Un sourire si triste qu'elle en eut les larmes aux yeux. Je suis ce que tu n'as jamais oublié. Elle comprit alors que la maison ne lui avait jamais appartenu. Elle y était née une fois, morte une autre, et maintenant, elle revenait. Elle ne sut pas si elle devait pleurer, rire, hurler ou l'embrasser. Mais elle sut que ce n'était pas une histoire d'amour, c'était une histoire de retour, et que cette fois il ne la laisserait pas partir. Les jours suivants furent faits d'attente. Margot ne savait plus ce qu'elle attendait. Un mot de lui, un geste, un effondrement, peut-être même une disparition définitive. Mais chaque pièce qu'elle traversait semblait l'enfermer un peu plus. Ce n'était plus une maison, c'était un espace vivant, un corps ancien, et elle s'y mouvait comme dans une mémoire qui n'était pas la sienne. Elle passait de longues heures dans la pièce bleue, parfois à genoux sur le tapis, les yeux fixés sur la fenêtre, parfois allongée sur le canapé, les mains croisées contre son ventre, le souffle à peine audible, et parfois le plus souvent les yeux fermés, écoutant. Ce n'était pas des voix, pas des bruits, c'était plus subtil, d'âmes émotions qui traversaient les murs comme des ondes, une nostalgie dense, un désir suspendu, une douleur douce, ancienne, presque familière. Elle sentait que quelque chose cherchait à émerger mais restait enfoui, comme si le passé refusait encore de se dévoiler. Et lui, il n'était plus qu'un murmure, il apparaissait rarement. Parfois, elle sentait sa présence sans le voir. Un livre déplacé, une porte entr'ouverte, une tasse encore tiède, mais pas de trace de lui. Et quand elle le croisait, c'était fugace. Il semblait plus distant, comme s'il l'évitait délibérément, comme s'il craignait de briser quelque chose qu'ils avaient effleuré sans le nommer. Un soir, elle le trouva dans la salle à manger. Il était debout, face à un tableau qu'elle n'avait jamais remarqué, un portrait d'une femme en robe noire, assise, les mains jointes. Elle avait le regard baissé, comme dans une prière muette. Il ne bougea pas quand elle entra. Elle resta derrière lui, silencieuse. Elle s'appelait Éléonore. Sa voix était rauque, plus basse que d'habitude. C'était la première. Margot sentit un frisson courir dans son dos. Elle te ressemble, pas dans les traits, mais dans la manière d'attendre. Il se tourna. Ses yeux étaient sombres, chargés d'un passé qu'il ne pouvait dire. Je ne l'ai jamais touché. Elle hocha doucement la tête. Elle comprenait. C'était une phrase qui appartenait à leur monde à eux. Celui des gestes retenus, d'âme silence plein, d'âme regard trop long. Il approcha, lentement, mais cette fois elle ne recula pas. Il effleura son cou du bout des doigts. Elle ferma les yeux. Elle sentit son souffle à quelques millimètres. Puis sa main glissa contre sa nuque, comme une promesse qu'il ne ferait pas. Il murmura: tu crois que c'est moi qui t'enferme, Margot? Elle ne répondit pas, mais en d'elle, quelque chose se fissura, parce qu'elle savait. Ce n'était pas lui, c'était ce qu'elle cherchait en lui. Le lendemain, elle découvrit une porte dont elle n'avait jamais remarqué l'existence. Dans le couloir, derrière une grande armoire qu'elle croyait fixée au mur, en la poussant, elle révéla une ouverture étroite, un escalier raide, en colimaçon, qui descendait. L'air y était froid, chargé de poussière ancienne. Elle hésita, puis descendit, une main contre la paroi rugueuse, l'autre serrée contre sa poitrine. L'escalier menait à une pièce souterraine, voûtée, mur de pierre, sol de terre battue, au centre une chaise, et autour des dizaines de cadres posés au sol, certains brisés, tout retournés. Elle en redressa un.
son propre visage. Pas une photographie, un dessin au fusain, d'une précision bouleversante. Son regard, sa bouche entr'ouverte, l'expression exacte qu'elle avait eue la veille quand il avait touché son cou. Elle recula, mais les autres cadres, tout la représentaient, dans des postures différentes, d'âmes angles qu'elle ne reconnaissait même pas, d'âmes moments qu'elle n'avait pas vécus ou alors qu'elle ne se rappelait pas. Elle passa d'un dessin à l'autre, le cœur battant. Un frisson de vertige la prit, et au fond de la pièce, un dernier cadre, plus grand, plus ancien. Il la représentait nue, debout, de profil, dans une lumière floue. Son regard tourné vers quelque chose ou quelqu'un hors champ. Il y avait une tendresse terrible dans ce dessin, une connaissance intime, un amour si retenu qu'il faisait mal. Elle se sentit violée, et pourtant une partie d'elle frissonna, pas de peur, de reconnaissance. Il l'avait vue, il l'avait toujours vue. Elle remonta. L'escalier semblait plus étroit, l'air plus lourd. Elle avait envie de hurler, de le confronter, de le forcer à parler. Mais quand elle entra dans le salon, il était là, assis, calme, comme s'il l'attendait. Elle s'approcha. Elle était en colère, mais sa voix trembla. Tu m'espionnes? Il secoua lentement la tête. Je te dessine. Depuis combien de temps? Il n'y a pas de temps ici. Elle le frappa, faiblement, de toutes ses forces. Il attrapa son poignet, doucement, et l'attira contre lui. Il ne dit rien. Il la laissa pleurer contre son torse. Silencieuse, brisée, elle sentait son cœur battre lentement, comme une horloge ancienne. Il ne la caressa pas. Il l'entoura. Rien de plus. Mais elle comprit à cet instant que ce lien entre eux était plus ancien que leur première rencontre, plus profond que le désir, plus fatal. Elle aurait pu l'interroger, exiger des vérités, fouiller dans les silences. Mais elle ne dit rien, pas un mot. Les paroles n'avaient plus leur place. Elles auraient sonné faux, superficielles. Entre eux, désormais, chaque silence racontait plus que 1000 phrases. Le moindre passage dans le couloir devenait une traversée étrange, comme si elle franchissait une frontière invisible entre ce qui est tangible et ce qui ne l'est plus. Et lui, il semblait y habiter naturellement, dans cet entre-deux insaisissable, comme si cet espace incertain avait toujours été sa demeure. Un après-midi pluvieux, elle le vit dans ce qu'elle appelait la pièce bleue. Ce lieu n'avait pas de fonction définie, ni chambre ni salon, juste une grande fenêtre couverte de voilage pâle, un canapé gris défraîchi, une lampe en laiton sans abat-jour, et un tapis ancien dont les teintes bleues s'étaient fanées avec les années. Elle ignorait pourquoi elle l'avait baptisé ainsi, peut-être à cause de cette lumière bleutée, presque liquide, qui baignait la pièce à la tombée du jour. Il était étendu, un bras glissé sous sa tête, un livre dans l'autre main. Mais il ne lisait pas. Son regard s'échappait au-delà des pages, perdues ailleurs. Elle resta figée dans l'encadrement de la porte, n'osant entrer. Il ne tourna pas la tête, mais elle sut qu'il l'avait senti. Ce silence partagé lui donnait une légitimité, une place dans ce décor suspendu. Alors, lentement, elle avança, comme si chaque pas réduisait une distance ancienne, douloureuse. Elle s'assit au sol, près du tapis. Sa robe glissa doucement sur ses jambes nues. Elle frissonna sous le contact du tissu, étonnée par cette tendresse oubliée. Il finit par se tourner vers elle. Ses yeux, dans cette lumière, paraissaient à la fois plus sombres et plus limpides. Elle chuchota: Tu dors ici. Il haussa à peine les épaules. Parfois. Puis, après un temps, ceux qui restent n'ont pas d'endroit fixe. Elle fronça les sourcils. Les mots flottaient en elle, sans s'ancrer. Il se redressa, déposa le livre à côté. Elle vit alors que la couverture était vierge, aucun titre, aucun auteur. Du cuir noir, lisse, comme une énigme. Elle tendit la main. Il ne bougea pas. Du bout des doigts, elle frôla un coin du livre.
Une page tourna toute seule. Elle sursauta. Il esquissa un sourire. Fugace, presque involontaire, mais vrai. Tu écoutes trop. Qu'est-ce que tu veux dire? Il y a des choses qu'on entend mieux quand on se tait. Elle baissa les yeux. Il y avait quelqu'un avant. Ici, il inspira plus profondément. Son regard s'attarda sur elle. Oui, peut-être. Il y a longtemps. Ou hier. Elle t'aimait. Il eut un sourire sans lumière. Je crois qu'elle ne savait pas comment. Mais elle savait voir. Elle sentit une chaleur soudaine monter à ses joues, sans comprendre pourquoi. Et moi, tu me vois? Il ne répondit pas. Mais ses yeux restèrent, ancrés aux siens. Le soir venu, elle monta sur le toit. Elle ne savait pas ce qu'elle cherchait. De l'air, peut-être. Un espace hors de lui, hors d'elle. Le vent fouettait son visage, mordait sa peau, mais elle se sentait curieusement présente. Les toits s'étendaient, brumeux et gris, jusqu'à l'horizon. Elle se pencha légèrement. Le vertige la prit, cette ivresse de se sentir au bord, sans tomber. Il la rejoignit, sans bruit. Elle le sentit avant de le voir. Il resta à distance. Trop mesuré pour être sincère. Tu n'as pas peur? Demanda-t-il. Elle sourit. Pas de tomber. Non. Alors tu devrais. Elle se retourna. Il s'était approché, juste assez pour qu'elle perçoive son souffle. Il regardait ses mains. Elle tremblait. Pourquoi tu fais ça? Souffla-t-elle. Il releva les yeux. Parce que je ne sais rien faire d'autre. Elle aurait pu l'embrasser. L'envie était là, brute, entière. Mais quelque chose les séparait. Pas une hésitation. Une mémoire. Un écho ancien. Elle recula d'un pas. Il ne bougea pas. Tu es trop réelle, murmura-t-elle, pour l'être vraiment. Il répondit, et toi, tu es trop vivante pour ne pas être brisée. Puis il disparut, avalé par l'ombre du toit. Cette nuit-là, elle rêva d'un lit d'eau. Elle flottait nue dans une pièce sans mur, sans plafond. Tout n'était que silence et ondulation, et au loin, le son discret de la pluie. Il était là, présent. Il ne la touchait pas, mais elle sentait chaque vibration de son regard, et lorsqu'il parlait, l'eau autour d'elle frémissait. Il disait son nom, mais dans une langue oubliée. Elle se réveilla le cœur battant, le souffle court. Il n'était pas là, mais sur la table de chevet, le livre noir l'attendait, ouvert. À la page qu'elle avait touchée, il y avait un texte, un seul paragraphe. Ce que tu cherches, c'est ce qui te consume. Ce que tu évites, c'est ce que tu es. Elle referma le livre, et comprit que ce n'étaient pas les murs qui vibraient. C'était elle, c'était lui, c'était ce qu'il était devenu. Elle se réveilla en sursaut, le souffle coupé. Il faisait encore nuit, mais quelque chose avait changé dans l'air. Ce n'était pas un bruit, c'était une sensation, comme si une présence s'était retirée au moment exact où elle ouvrait les yeux. Elle resta allongée un long moment, à écouter. Rien, pas même les craquements habituels du bois ancien. Le drap glissa de son épaule. Sa peau était chaude, un peu moite. Son cœur battait trop vite. Elle se leva pieds nus, traversa la chambre sans allumer la lumière. Ses pas ne faisaient aucun son sur le tapis épais. Elle avança vers le couloir. L'obscurité y était plus dense, comme si les murs absorbaient la lumière de la lune. Elle tendit l'oreille. Une respiration, très lointaine. Où était-ce? La sienne, démultipliée par le silence. Elle aurait pu rebrousser chemin, fermer la porte, se convaincre qu'elle s'imaginait tout, mais elle savait déjà que quelque chose avait commencé, quelque chose qu'elle ne contrôlait pas. Dans la cuisine, la lumière était allumée. Il était là, debout, une tasse de thé à la main. Il ne la regardait pas. Il observait la pluie, tombant doucement sur les vitres avec une intensité tranquille. Elle s'appuya contre l'encadrement de la porte, nue sous sa chemise, les bras croisés. Il dit doucement, sans se tourner, « Tu rêves souvent en marchant. » Elle ne répondit pas.
Il parlait peu, mais chaque mot semblait tomber dans un espace exact, un espace qu'il connaissait mieux qu'elle. Elle s'approcha lentement, posa les doigts sur le dossier d'une chaise. Il ne bougea pas. Elle murmura: « Tu habites ici depuis combien de temps ?» Il haussa à peine les épaules. « Ça dépend de ce que tu appelles habiter. » Elle frissonna. Nom de froid. Il y avait dans sa voix une fatigue ancienne, une distance dangereusement attirante. Elle aurait pu reculer. Elle aurait dû. Mais au lieu de cela, elle se laissa tomber sur la chaise, ses jambes repliées, sa chemise glissant sur sa cuisse. Il posa la tasse devant elle. Le thé était noir, fort, presque amer. Elle y trempa les lèvres. Un silence s'installa, dense mais pas vide, chargé d'attente. Il se rassit, à quelques centimètres d'elle, son regard s'accrochant brièvement à la courbe de sa nuque. Elle sentit son souffle ralentir. Il ne faisait aucun geste, mais tout en lui criait une tension maîtrisée. Elle se demanda ce qui le retenait, ce qui l'empêchait de l'approcher, ou ce qui, au contraire, l'y poussait si fort qu'il se figeait pour ne pas céder. Elle posa la tasse. Leurs doigts se frôlèrent à nouveau, et cette fois il ne se recula pas. Le contact dura une seconde de trop, une seconde parfaite. Elle sentit une chaleur étrange, comme une ligne de feu sous sa peau. Puis il se leva, brusquement, s'éloigna. Sans mot, il ouvrit la porte du balcon, la pluie entra en bruissement léger, mouillant le parquet. Elle le regarda s'appuyer contre la rambarde, tête baissée, les cheveux noirs plaqués par l'humidité. Elle resta là, à l'observer, à respirer sa distance. Et elle comprit que ce n'était pas un jeu, c'était une obsession. Le lendemain, elle descendit dans les caves de l'immeuble, sans savoir pourquoi. Peut-être pour fuir cette tension qui l'étouffait à chaque étage. Peut-être pour fuir la tentation d'entrer dans sa chambre, s'il en avait une, ou pour comprendre enfin pourquoi elle semblait surgir de l'air même. Elle descendit lentement, une lampe torche dans une main, l'autre frôlant la rampe froide. L'air y était plus lourd, saturé d'humidité. La lumière vacillait. Dame porte ancienne, numérotée à la craie, défilait devant elle. L'odeur de vieux bois, de pierres humides, la frappa de plein fouet. Et puis, au fond, une porte entr'ouverte, non numérotée. Elle hésita, puis entra. La pièce était nue, presque vide, sauf un miroir, grand, ancien, posé contre le mur, sans cadre. Le verre était fendu en haut à gauche. Pourtant, il reflétait parfaitement. Elle s'approcha. Son reflet était net, mais derrière elle, dans le miroir, il y avait une silhouette. Elle se retourna. Rien. Elle regarda à nouveau. Plus de silhouettes. Mais le miroir avait bougé, très légèrement, comme s'il respirait lui aussi. Elle remonta en courant. Cette nuit-là, il entra dans sa chambre. Elle l'entendit avant de le voir. Les palans, le parquet, la poignée. Il ne disait rien. Il se tenait dans l'ombre, mais elle le sentait. Sa présence était comme une main posée sur sa peau nue. Elle se redressa dans le lit. Elle ne demanda pas ce qu'il faisait là. Il n'aurait pas répondu. Elle se contenta de le regarder. Il s'approcha jusqu'au bord du lit sans toucher. Elle crut sentir le poids de son regard sur sa gorge, sur son souffle. Il ne bougea pas. Et c'est elle qui tendit la main, cette fois. Très lentement, elle effleura sa chemise. Puis, avec la lenteur d'un geste interdit, elle posa les doigts contre sa joue. Il ferma les yeux. Il ne la retint pas, mais il ne la repoussa pas non plus. Elle murmura à peine pourquoi moi. Il ouvrit les yeux. Ses iris sombres étaient troublés. Peut-être parce que tu es déjà brisé. Elle se figea. Mais elle comprit. Ce n'était pas une insulte. C'était une reconnaissance. Il se pencha. Ses lèvres s'approchèrent de la sienne. Mais il s'arrêta, à un souffle. Il resta ainsi, suspendu, l'ombre du désir entre eux vibrante, coupante. Et il s'éloigna, sans un mot, sans un regard de plus.
Elle ne dormit pas cette nuit-là, pas par peur, mais parce qu'elle ne pouvait plus ignorer ce qu'il réveillait en elle, quelque chose de plus ancien que la douleur, quelque chose qu'elle n'avait jamais osé nommer. Personne ne l'avait prévenue que les murs pouvaient respirer. C'était à peine perceptible au début, un frisson ténu, comme une plainte étouffée glissant sous la peinture écaillée d'un appartement parisien trop silencieux. Margot s'était arrêtée net en traversant le couloir, la clé encore suspendue entre ses doigts. Le froissement léger, irrationnel, semblait venir de derrière le papier peint ancien qui gondolait par endroits. Elle s'était dit que c'était dans sa tête, toujours dans sa tête, comme toujours depuis ce mois d'octobre où tout avait changé. Le 16e arrondissement, à 2 pas de la rue de Passy, l'appartement appartenait à une grande-tante morte sans héritier direct. Margot l'avait découvert dans une lettre ouverte par erreur, un testament jauni qui portait son nom, écrit à l'encre tremblante. Un héritage tombé comme une énigme, sans émotion. Elle avait accepté la visite par simple curiosité, presque mécaniquement, comme on ouvre un tiroir qu'on croyait vide. Le parquet grinçait sous ses talons plats. Elle portait une jupe droite, noire, et une chemise blanche légèrement froissée. Tenue de deuil social, celle qu'on enfile, sans réfléchir pour ne pas attirer de questions. Le concierge, un homme maigre au regard fuyant, avait simplement tendu la clé sans la moindre formule de politesse. Elle se souvenait encore du moment où leurs doigts s'étaient frôlés. Trop froid, trop sec. La porte avait cédé dans un souffle étouffé, comme si l'air à l'intérieur n'avait pas été dérangé depuis des années. L'odeur, un mélange d'humidité, de bois ancien et de quelque chose d'indéfinissable l'avait frappée de plein fouet. Mais ce n'était pas désagréable, c'était familier, trop familier. Le salon, vaste, baigné par une lumière oblique venue de hautes fenêtres, semblait figé dans une autre époque. Dames rideaux couleur ivoire, jaunis, flottaient légèrement, malgré les vitres closes. Il y avait un piano dans un coin, recouvert d'un tissu brodé, et au mur, plusieurs tableaux qu'elle ne reconnut pas, mais qui exercèrent une attraction étrange. Une femme aux yeux trop grands, une fenêtre ouverte sur un champ flou, mains entrelacées, tout peint avec une finesse presque charnelle. Elle n'avait pas vu l'homme sur le balcon, pas tout de suite. Elle s'était avancée vers les doubles portes vitrées, comme hypnotisée, et c'est là qu'elle l'avait aperçu. Une silhouette masculine, grande, mince, appuyée contre la rambarde de fer forgé, une cigarette à peine consumée entre les doigts. Il ne portait pas de veste, malgré la fraîcheur d'octobre. Sa chemise bleu pâle était ouverte au col, dévoilant une clavicule anguleuse, une tension musculaire discrète mais précise. Et quand il s'était retourné, lentement, comme s'il l'avait attendu, son regard avait été immédiat, direct et insoutenable. Elle avait posé la main sur la vitre sans s'en rendre compte. Il n'avait pas souri, il n'avait pas parlé, et pourtant il y avait eu une reconnaissance étrange, comme si elle l'avait déjà vu dans un rêve, ou pire dans une peur ancienne, intime, enracinée. Il avait écrasé sa cigarette sur la pierre du balcon, puis disparu sans bruit dans l'autre aile de l'appartement. Elle avait cru à une hallucination, mais la trace de cendre était bien là, au sol. Elle était restée là longtemps, immobile, incapable de décider si elle devait appeler quelqu'un, fuir ou simplement rester. Et puis la nuit était tombée, imperceptiblement, comme une caresse. Et elle avait choisi de rester. Les jours suivants furent flous. Elle s'installa presque sans réfléchir. Quelques vêtements, un carnet, une boîte de médicaments qu'elle n'ouvrit pas. Elle évitait le miroir du couloir, trop grand, trop honnête. Et chaque soir, elle sentait ce souffle derrière les murs, comme un secret retenu. L'homme réapparut. 2 jours plus tard, dans la cuisine cette fois, elle sursauta si violemment que la tasse lui échappa des mains. Il la rattrapa avant qu'elle touche le sol, d'une précision parfaite, comme s'il avait anticipé sa chute.
Il ne se présenta pas. Il se contenta de dire d'une voix grave, presque chuchotée: « Tu ne devrais pas être ici. » Elle resta muette. Il n'insista pas. Il posa la tasse sur la table, effleura le dos de sa main un contact si léger qu'il aurait pu être accidentel et s'éloigna dans le couloir obscur, comme une ombre portée. Le lendemain, elle fouilla les papiers de la tante. Pas de nom, pas de trace d'un locataire, pas de note manuscrite, seulement une photo ancienne, en noir et blanc, posée dans une boîte en velours. Un couple, très jeune, une femme qui lui ressemblait, trop, et un homme aux traits flous, presque, effacé par le temps, mais qui avait ce même regard direct, celui qui faisait mal à soutenir. La nuit suivante, elle fit un rêve. L'appartement était vide, mais chaque pièce respirait lentement, comme un corps endormi. Elle s'y déplaçait nue, sans honte, sans froid, portée par une chaleur douce et sourde. Et il était là, toujours à quelques mètres, jamais trop loin, jamais trop proche. Mais son regard brûlait. Et dans ce rêve, elle savait quelque chose qu'elle ne voulait pas se rappeler au réveil. Le désir s'infiltra en elle comme un poison lent. Elle ne pouvait plus penser à autre chose. Le moindre bruit la faisait sursauter. La moindre absence lui pesait. Et quand elle le croisait dans une pièce, le silence devenait plus épais, presque solide. Elle cherchait ses yeux. Lui, il regardait ailleurs, toujours, jusqu'au moment où il regardait. Et alors elle aurait voulu disparaître. Un soir, elle le trouva dans la bibliothèque, allongé sur le canapé, un livre ouvert sur la poitrine. Il dormait, ou faisait semblant. Elle resta là, à l'observer. La lumière dorée dessinait des ombres douces sur son cou. Elle tendit la main, frôla un bouton de sa chemise. Il ouvrit les yeux. Il ne dit rien. Elle non plus. Il se redressa. Lentement, passa derrière elle, et l'effleura si doucement qu'elle en trembla. Elle sentit ses lèvres tout près de son oreille. Mais il ne l'embrassa pas. Cette nuit-là, elle pleura sans bruit, dans la chambre de la tante, non pas de tristesse, mais d'un vertige qu'elle ne comprenait pas encore, le vertige de quelqu'un qui commence à oublier qui elle était avant. Les murs respirèrent plus fort ce soir-là.